et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Ivana Davo, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. C'est notre rendez-vous classique trimestriel, notre point ensemble pour étudier le palmarès des ETF iShares qui sont disponibles et négociables sur Boursobank dans le cadre de l'offre Bourso Markets, donc à 0% de frais de courtage. Et on va regarder ensemble ce qui s'est passé, Ivana, sur les 3 premiers mois de cette année 2024. 3 premiers mois record, on peut le dire, avec des marchés qui se sont très bien tenus. Et j'ai envie de commencer en disant Nihon wa subarashi desu. Le Japon, c'est merveilleux alors qu'on retrouve 2 ETF consacrés à l'archipel parmi les plus belles performances de ce début d'année. Tiens d'ailleurs, quelle est la différence d'exposition entre ces deux produits ? Oui, alors bonjour à tous et merci de m'accueillir une nouvelle fois aujourd'hui. Alors vous avez l'indice MSCI Japan qui est plus concentré et qui va investir dans des sociétés cotées grande et moyenne capitalisation, tandis que le second, l'indice Japan IMI, va lui être plus large et se positionner également sur des plus petites capitalisations boursières. Ce qu'il faut voir dans le nom de ces deux fonds, c'est qu'on observe le mot hedgé, qui veut dire que l'on couvre le risque de change entre le yen et l'euro. Et oui, un yen qui a perdu pas mal de valeur sur les derniers mois, donc c'est une précision importante. Bon, le Japon au firmament, pour ceux qui ne suivraient pas l'économie japonaise régulièrement, ça peut être une surprise, alors que ça fait des années, Ivana, qu'on parle de l'économie japonaise comme un modèle de, une économie en déflation qui peine à faire la preuve de son dynamisme. C'est du passé, ça ? On va voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation économique japonaise, ça fait un certain nombre d'années qu'elle est dans un modèle de déflation depuis le milieu des années 90. Le Japon, le gouvernement lutte d'ailleurs par rapport à cette déflation avec des réformes régulières, que ce soit sur la fiscalité, sur la stimulation du pouvoir d'achat. Mais finalement, patatras, en 2022, pour la première fois, on commence à voir des signes inflationnistes arriver. Alors c'est très léger, pas du tout dans les niveaux américains ou européens, mais en tout cas, en 2024, en mars 2024, la Banque fédérale japonaise a pour la première fois depuis 17 ans relevé ses taux. Alors on est passé de moins 0,1% à plus 0,1%, mais en tout cas, on est en train de changer de cap et c'est pour ça que les investisseurs le reconnaissent en se positionnant sur les actions japonaises aujourd'hui. Oui, on change de cap et vous l'avez dit, ça se traduit assez logiquement sur les indices boursiers et notamment celui que presque tout le monde connaît, le Nikkei, qui a retrouvé, qui a même dépassé un plus haut historique. Exactement. Alors le Nikkei 225 investit dans les 225 plus grosses sociétés de Tokyo, de la bourse de Tokyo, et comme vous le disiez à un instant, a dépassé son niveau historique en février 2024. Ce qui est intéressant de regarder, c'est de voir quelle est la composition des investisseurs qui se positionnent sur ces actions japonaises. C'est plutôt des investisseurs locaux, en fait, qui vont aller protéger leur pouvoir d'achat dans ce contexte très légèrement inflationniste. Bon, voilà, intéressant. Question que moi je peux me poser en tant qu'investisseur individuel. Magnifique tout ça, mais on commente le passé. Est-ce qu'il n'est pas déjà un peu trop tard pour profiter de cette bonne orientation des marchés japonais ? Est-ce qu'il ne serait pas devenu un petit peu cher ? Alors effectivement, chez BlackRock, on considère que les marchés actions japonaises sont un petit peu chers, mais elles restent à des niveaux de valorisation qui ne sont pas non plus impressionnantes. On le voit, le marché américain a des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus élevés. Donc voilà, on est dans un contexte où il y a encore des possibilités de se positionner sur ce marché. Après, on le sait très bien, les actions japonaises, c'est un marché quand même qui est assez spécifique. Donc on va plutôt recommander une allocation satellite, j'en parle assez régulièrement, dans un portefeuille diversifié avec un horizon bien évidemment toujours long terme. Un petit point d'attention, je dirais, c'est que le Japon, on le sait, a quand même des problèmes structurels de fond qui vont créer de la volatilité sur les marchés. On en parle régulièrement, mais c'est une réalité. La population vieillit. Vieillissement de la population. Et les naissances continuent d'être à des niveaux très très faibles pour un pays développé. Bon, voilà le point sur cette économie japonaise. On passe aux semi-conducteurs, toujours dans le top avec un autre test, cette fois-ci exposé à la tech, le iShares MSCI World Information Tech Sector. La tech, toujours une valeur sûre en 2024, on continue. Les trimestres se suivent et se ressemblent, de très bonnes performances, mais finalement toujours basées sur des fondamentaux solides. On a vu, Nvidia a récemment publié des chiffres au-delà des attentes des analystes. Donc on est vraiment dans un contexte peut-être différent de celui de la bulle Internet à la fin des années 90. Les valorisations se basent sur des fondamentaux solides. Donc effectivement, dans le top des 5 ETF, 2
iShares qui sortent du lot. Sur les semi-conducteurs, avec donc le iShares semi-conducteur qui fait plus de 21% de performance sur le premier trimestre. On le rappelle, hein, ce sont ces composants qui sont utilisés pour créer des puces pour tous les matériaux. Partout, quoi. On le trouve partout. Hein, partout. On peut le dire, ouais. Nvidia, ASML, Intel, ce sont ces stocks qui composent aujourd'hui l'indice de référence et avec des belles années, en tout cas des beaux mois à venir. Mais c'est également d'autres secteurs de la technologie qui se comportent bien. Vous le disiez il y a un instant, le World Information qui fonctionne bien dans un contexte où l'informatique dématérialisée est de plus en plus prépondérante dans les entreprises qui cherchent à moderniser leur infrastructure. Bon, on garde le meilleur pour la fin. L'ETF Edge MSCI World Momentum Factor. Alors bon, MSCI World, on connaît. Par contre, World Momentum Factor, il va falloir nous expliquer ce que c'est. Hein. C'est un peu vague. Donc effectivement, la meilleure performance du trimestre, plus de 23% de performance sur les 3 premiers mois de l'année. Mais alors attention, message éducatif, ne pas forcément se ruer simplement sur cette ETF sans en comprendre les spécificités. Vous le dites, on rappelle toujours, hein, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ça y est, on l'a dit. Alors on voit dans le titre qu'il y a le MSCI World. On se dit, la case diversification, elle a été cochée. Effectivement, on investit sur les actions mondiales. En revanche, il ne faut pas oublier la deuxième partie du titre, le mot momentum. Alors, le mot momentum, c'est un facteur qui n'est pas forcément connu du grand public, mais qui a un concept très simple. Vous savez que la construction d'un ETF, elle se fait de manière algorithmique. Et donc, en fait, quand une action va commencer à augmenter, elle va attirer de plus en plus d'investisseurs, ce qui va faire monter son prix encore plus. Et la stratégie momentum, c'est tout à fait ça, c'est de se positionner automatiquement sur les gagnants d'aujourd'hui. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Les stratégies momentum, elles ont tendance à bien fonctionner dans des environnements stables, avec peu de tensions géopolitiques et quand les marchés sont relativement optimistes. Oula, environnement stable, peu de tensions géopolitiques avec ce qui se passe au Proche-Orient, la guerre en Ukraine qui s'intensifie. J'ai pas forcément le sentiment d'un contexte international qui s'améliore, moi. C'est pour ça, encore une fois, qu'il ne faut pas forcément se ruer sur ce type d'ETF. En revanche, ça peut toujours être intéressant de poser une petite allocation sur ce type d'ETF qui, comme on le voit, sur certaines périodes, peuvent avoir des performances excellentes. C'est ce qui fut le cas au premier trimestre 2024. Ouais, et puis intéressant, hein, parce que je pense que tout le monde ne connaissait pas l'existence de ce type d'ETF dont je rappelle le nom, l'ETF MSCI World Momentum Factor. Bon, c'est toujours sympa de partager les succès, on aime bien, mais au risque de faire de la peine aux amateurs de transition climatique. On passe maintenant au flop. On retrouve une nouvelle fois les énergies propres. C'était déjà le cas l'année dernière, on était déjà dans du bas de classement. Est-ce que finalement, même cause, mêmes effets, est-ce qu'on reste un petit peu dans ce scénario compliqué pour ces valeurs ? Oui, malheureusement, effectivement, c'est un secteur qui est très lié aux évolutions des taux d'intérêt. On l'a bien vu en 2023, des taux d'intérêt à des niveaux très élevés, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Finalement, le secteur de l'énergie propre avait un petit peu remonté en fin 2023, puisqu'on anticipait finalement un certain nombre de baisses des taux probables sur le premier semestre. On se rend compte que les discours des banques centrales, notamment américaines, restent très prudents. Et dans ce contexte-là, ça inquiète les investisseurs qui préfèrent se tourner vers d'autres thématiques. Après, on reste persuadé chez BlackRock que c'est un thème positif sur le long terme. Il y a un certain nombre de décisions et de transformations structurelles qui poussent à avoir des perspectives positives pour le secteur de l'énergie propre et énergie renouvelable. Notamment, on voit des grands fournisseurs d'énergie, même traditionnels, qui viennent d'annoncer des investissements forts sur les énergies renouvelables. On voit également la réglementation, que ce soit aux États-Unis et également surtout en Europe, qui prennent des mesures politiques favorables pour favoriser ce secteur. Et on voit également au niveau géopolitique une volonté des gouvernements d'avoir une sécurité énergétique propre à chaque pays. Donc de belles perspectives à long terme, mais des vents contraires à court terme. Et puis, autre contre-performance d'un ETF qui est la transition énergétique, eh bien le Lithium and Battery Producer. Alors j'imagine que là, pour le nom, est assez clair. On parle notamment, mais peut-être pas que, des producteurs de batteries pour les véhicules électriques. Oui, alors effectivement, cet ETF va investir dans des sociétés cotées, donc des minières qui extraient des produits du lithium, mais également toutes ces sociétés qui construisent des batteries. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est un des grands flops du
du trimestre parce que sur un an, les prix du lithium ont baissé de plus de 80%, ce qui a eu un impact très fort pour ces sociétés en termes de marge et bien évidemment de rentabilité. Alors pourquoi cette chute? Elle s'explique en partie par une offre excédentaire de cette matière première. On le sait tous, il y a une certaine déception autour du nombre de ventes de véhicules électriques et notamment en Chine. Maintenant, on reste persuadé que c'est un secteur qui devrait bien fonctionner sur le long terme. Nos vues sur le lithium sont effectivement très positives dans un contexte où on va vers une économie qui restera plus décarbonée et qui aura besoin de ces véhicules électriques notamment. Voilà, et on voit le grand écart sur les cours du lithium qui avaient bondi auparavant par peur d'insuffisance de la production. Et puis là, on est dans l'excès avec ce cours qui s'est effondré. Et justement, transition toute trouvée, on ne va pas forcément passer en revue dans le détail tous les flottes, mais on voulait s'arrêter sur deux marchés émergents. Afrique du Sud d'un côté, Brésil de l'autre. Et Brésil, bah oui, c'était un des ETF qui figurait parmi les tops de l'année dernière. Preuve s'il en est que les champions de la veille ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette déception sur le trimestre écoulé? Je suis désolée de parler de déception, j'aurais aimé vous faire rêver avec des perspectives positives sur des pays où on aimerait partir en vacances comme le Brésil. Surtout quand on voit le temps en ce moment. Et l'Afrique du Sud, effectivement, on va surtout se focaliser sur le Brésil parce que c'est un marché plus mature. Le marché action sud-africain coté, c'est très petit avec très peu d'entreprises qui sont aujourd'hui cotées en bourse. Le Brésil, l'explication, c'est vraiment une des sociétés qui compose son indice de référence, une société minière qui a largement sous-performé sur le premier trimestre. D'accord. Cependant, chez BlackRock, on a des vues positives sur les marchés émergents et notamment sur le Brésil pour plusieurs raisons. On sait que c'est un producteur de matières premières avec des productions très diversifiées, très exportateurs et pas seulement auprès de la Chine. C'est également un pays qui bénéficie d'un chômage très faible, au plus bas depuis 2015. Et surtout, c'est un pays qui est en avance vis-à-vis de sa normalisation de la politique des taux directeurs avec déjà des baisses que l'on a pu observer ces derniers mois. Bon, et on voit les matières premières qui rebondissent en ce moment. Peut-être, Dieu sait qu'il retrouvera le top pour le deuxième trimestre. Voilà en tout cas ce palmarès des ETF iShares négociables sur Boursorama pour le premier trimestre. Du coup, on se retrouve en juillet pour voir comment tout ça s'est passé sur les mois que nous vivons aujourd'hui, Ivana. Avec grand plaisir. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.